Donc bonjour, aujourd'hui une petite expérience pour parler de l'expérience de Meselson et Stahl qui a eu lieu en 1958 et qui est une expérience historique. Alors avant cette expérience, on savait que les cellules multipliaient leur quantité d'ADN par 2 pendant la phase S avant la mitose afin de pouvoir distribuer une quantité d'ADN identique à chaque cellule fille. On connaissait aussi depuis 1947 la structure de la molécule d'ADN, une molécule double brin composée d'acides nucléiques complémentaires. Par exemple, si ici j'avais l'adénine, en face j'ai la thymine sur l'autre brin, la guanine avec la cytosine. La grande question était de comprendre comment la molécule d'ADN pouvait se répliquer. Et à cette époque, on avait trois hypothèses. Un modèle conservatif qui expliquait qu'une molécule originelle était recopiée et par une nouvelle molécule de deux brins néoformés. Le deuxième modèle était un modèle semi-conservatif qui disait que la molécule d'ADN originelle donnait naissance à deux molécules d'ADN mixtes composées chacune d'un brin originel et d'un brin néoformé. Et enfin, un modèle dispersif qui disait que les molécules nouvellement formées étaient composées à la fois d'ADN originel et d'ADN néoformé. Alors, pour répondre à cette question, Meselson et Stahl ont fait une expérience. Ils ont cultivé sur de l'azote 14 et de l'azote 15 deux cultures de bactéries. Il faut se rappeler que l'azote est un constituant de l'ADN. Et lorsque ensuite on centrifuge l'ADN des bactéries cultivées sur de l'azote 14 ou des bactéries cultivées sur de l'azote 15, on peut voir qu'on obtient deux bandes selon leur densité situées à des distances différentes dans le culot de centrifugation. On peut donc déterminer quelle est la composition de l'ADN grâce à une centrifugation. Donc, si je reviens aux hypothèses et aux expériences de Meselson et Stahl, je vois que ces expériences ont permis de définir quel était le modèle correct. En effet, lors de la première génération obtenue, donc j'avais des bactéries qui contenaient uniquement de l'azote 15 dans leur ADN, je les ai cultivées sur un milieu contenant de l'azote 14 et j'ai obtenu des bactéries qui possédaient un ADN euh, qui migrait sur une bande intermédiaire entre la bande de l'azote 14 et la bande de l'azote 15. Cela veut donc dire que l'ADN de ces bactéries est mixte et composé à la fois d'ADN 14 et d'ADN 15. On peut donc, dans ce cas-là, éliminer l'hypothèse du modèle conservatif puisqu'elle proposait deux molécules d'ADN, une 15 et une 14. On aurait donc dû, dans le cas de ce modèle conservatif, obtenir une bande à 1,71, pardon, et une bande à 1,724. Lorsque j'obtiens une deuxième génération de bactéries, donc originellement contenant uniquement de l'ADN 15 et cultivées sur un milieu contenant uniquement de l'ADN 14, cette fois-ci j'obtiens deux bandes. Une bande d'ADN pur contenant uniquement de l'ADN 14, celle-ci, et une bande mixte. Cet résultat nous permet d'éliminer le modèle dispersif, puisque ce modèle dispersif propose en deuxième génération des ADN contenant à la fois de l'azote 15 et de l'azote 14. On a donc le bon modèle, le modèle semi-conservatif, qui correspond bien au résultat de l'expérience de Meselson et Stahl, puisque j'obtiens 50% de l'ADN mixte et 50% de l'ADN composé uniquement d'azote 14. Donc la réplication de l'ADN se fait selon un modèle semi-conservatif qui s'explique de cette façon. La molécule d'ADN originale s'ouvre en deux et ensuite les nouveaux brins se fabriquent par complémentarité par rapport au brin original. En face du A ici, viendra s'installer un T, en face du G, un C, etc. Ce modèle de réplication a encore l'avantage d'être très fiable puisque l'on va recopier un brin par complémentarité. En espérant que cette petite vidéo ait été utile, merci de votre attention.